Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Les Cahiers d'Espérance, en effet en direct et en public depuis la salle des fêtes de Roumazières. Merci à la municipalité et à son maire, monsieur Jean-Michel Dufaux, de nous accueillir pour notre débat dans le doyenné Est-Charente, en lien avec le père Michel Fernandez, le doyen, le père Martial Leblanc, le père Emmanuel Granger et les frères de sa communauté, dont le frère Roland, ici présent ce soir, des chanoines de Saint-Victor, ainsi que les personnes engagées sur ce secteur, allant de Confolens à Montbron, en passant par Roumazières, Chasseneuil et La Rochefoucauld. Comme les mercredis précédents, nous allons essayer jusqu'à 20h de répondre aux questions émises par les évêques de la conférence épiscopale sur les sujets qui agitent notre société. Nous consacrerons la dernière demi-heure aux contributions du public ici présent. Alors pour débattre ce soir, j'ai la joie d'accueillir derrière nos micros d'RCF Charente Madame Émilie Attimon, coordinatrice du Théâtre des Carmes à La Rochefoucauld, Monsieur Sébastien Desjugnac, gestionnaire de planning en entreprise et habitant à Maléran, Madame Maryvonne Ken, enseignante en maths, sciences physiques au lycée professionnel Isaac de l'Étoile à Poitiers et habitante à Confolens, et Monsieur Bernard Clerc, qui a préparé, lui, cette émission avec son épouse Bernadette, qui est retraité à Saint-Maurice-des-Lyons et qui a fait sa carrière dans le social, plus particulièrement comme responsable d'une communauté Emmaüs. Donc vous voyez, des gens qui ont des expériences diverses et variées, tant ici qu'à l'extérieur, mais qui sont tous habitants de ce secteur du doyenné Est-Charente. Alors nous allons commencer donc par cette première question des évêques, qui est celle-ci. Quelles sont, selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et des formes violentes qu'il a prises ? Alors, qui est-ce qui veut commencer ? Peut-être Émilie ? Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, l'idée, c'était pas forcément de lister. Moi, il y avait peut-être deux choses qui m'interpellaient dans ma vie quotidienne aussi, qui, pour moi, faisaient partie de cette sensation parfois de malaise qu'on pouvait ressentir à la fois dans notre vie professionnelle et dans notre vie quotidienne. La première, pour moi, c'était effectivement l'inadéquation entre ce discours qui aujourd'hui identifie les territoires, c'est-à-dire ce qui étaient les régions, la province, et les actions concrètes. Je pense notamment à toutes ces discussions autour de la mobilité, notamment, et on va dire, l'organisation ou le calendrier dans lequel les choses se sont faites qui peut interpeller aujourd'hui, nous, dans les territoires ruraux, effectivement, se dire que c'est tellement facile de changer de voiture, c'est tellement facile de circuler sur nos territoires. On a des routes en parfait état, on a des véhicules en parfait état, notamment, et on a des liaisons ferroviaires, par exemple, qui sont absolument en très bon état de fonctionnement. Tout ça avec un petit peu d'ironie, oui, bien évidemment. Mais moi, je te dis beaucoup d'ironie, même. Voilà. Donc, c'était effectivement cette sensation-là qu'on peut parfois un peu oublier de reconnaître à leur juste difficulté, on va dire, les problématiques de ces territoires ruraux sur lesquels vivent énormément de concitoyens. Donc il y avait cet élément-là. Et la deuxième chose qui est absolument concrète dans la vie de chacun, c'est une certaine détérioration, on va dire, des services publics. Alors l'idée n'est pas de faire une problématique là-dessus, mais par exemple, c'était l'objet autour de la médecine générale. Voilà. Aujourd'hui, vous avez à La Rochefoucauld, par exemple, une perte de médecins généralistes depuis quelques années qui est criante, une maison de santé qui s'est ouverte, mais il vaut mieux avoir un enfant en bas âge, être femme enceinte ou avoir un accident la veille au soir pour obtenir une place d'urgence. Donc voilà, là on est aussi au cœur peut-être d'une difficulté du quotidien qui parfois rend les problématiques de chacun un peu plus criantes. Alors là, Émilie, vous notez que nos routes, elles ont peut-être des
nids de poules, nos voitures sont un peu pourries, que la ligne Limoges-Angoulême ne Angoulême fonctionne n'existe plus, plus. et qu'on a du mal à se faire soigner, qu'il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Bon, alors, dans la partie théâtre, culture, comment est-ce que vous le ressentez, ça? Mobilité, est-ce que les gens se déplacent? Est-ce qu'il y a des financements en baisse? Je ne sais pas. Alors, au niveau de la fréquentation, peut-être des propositions culturelles. Alors, nous, au Carme, on est dans une ville-centre d'un territoire rural. Malgré tout, cette ville-centre, il faut y accéder, il faut y parvenir. Tout le monde peut avoir un accès à sa box internet pour avoir des films. Tout le monde peut avoir accès à des rediffs sur smartphone, etc. La venue au spectacle vivant, c'est une vraie démarche volontaire. Donc cette vraie démarche volontaire, elle nécessite une organisation. Et cette organisation aujourd'hui, elle n'est pas évidente. C'est une organisation en termes de temps. Dans les territoires ruraux, avec les financements et les capacités que l'on a pour les structures culturelles, on ne va pas faire des séries de représentations. Donc il va falloir effectivement s'organiser, parce que dans son planning, vous voulez venir voir un spectacle, c'est un soir. C'est pas une série toute la semaine où on joue le même spectacle. Donc c'est effectivement une organisation de calendrier. Quand on a des enfants, etc., il faut les faire garder. Voilà. Et en même temps, il faut aussi venir jusqu'au théâtre. Donc c'est une véritable démarche. En plein mois de janvier ou au début février, quand le temps n'est pas au beau fixe, c'est un véritable engagement. Et c'est cette notion d'engagement aussi qui est pour moi importante, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un engagement de chaque instant d'arriver au bien culturel. Et ça, c'est peut-être là où c'est un problème, parce qu'on n'est plus sur de l'instinctif, on n'est plus sur de l'évidence. C'est pour ça aussi qu'on voit peut-être dans la presse ou dans des publications le malaise des jeunes ruraux sur l'accès à différents services, mais dont l'accès à la culture. Parce que dans les grandes villes, vous voulez voir un film, vous avez 3 cinémas, vous avez 18 séances pour le même film, vous êtes en milieu rural. Aller voir un film au cinéma, il faut s'organiser sur 2 ou 3 séances. Aller voir un spectacle en milieu rural, c'est s'organiser sur une séance. Donc effectivement, c'est peut-être là-dessus que vont résider aussi certaines difficultés d'accès à la culture. Merci de cet éclairage, parce que c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui est directement lié avec la culture et sur le terrain. Merci Émilie, on vous entendra tout à l'heure. Je vais passer la parole à Bernard. Claire? Oui, moi je pense que globalement, il y a... Par rapport au malaise, il y a deux sentiments, je trouve, qui ressortent. C'est un sentiment d'insécurité dans son travail. Il y a beaucoup de personnes ressentent ce sentiment d'insécurité, et ce qui provoque de l'angoisse et de l'isolement. Au bout d'un moment, les personnes s'isolent. C'est un peu le chacun pour soi qui règne, et les gens ont besoin de se rassembler, de se connaître, et n'osent pas assez, on en parlera tout à l'heure, mais aller vers les structures. Ce sentiment d'insécurité, et je dirais le deuxième sentiment, c'est le sentiment de ne pas être compris, le sentiment un peu d'être méprisé. Dans les petits boulots, enfin ici dans la région particulièrement, il n'y a pas des grosses sommes de travail, il y a beaucoup de gens qui sont en recherche d'emploi et qui se sentent dévalorisés, quoi. Et d'où après, à force, il y a du sentiment aussi d'injustice. Les médias souvent nous parlent parfois de sommes d'argent qui sont gagnées facilement, et par rapport à des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, comme on dit, ils peuvent se sentir, enfin, et à juste titre, un peu refoulés, enfin, comment dire, un sentiment de justice, et d'où peut-être de colère, quoi. Quand vous parlez d'insécurité, Bernard, à Saint-Maurice-des-Lions ou autour, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'insécurité, c'est parce que, en fait, il y a beaucoup de choses qui disent. On parle beaucoup depuis longtemps de la crise, et ça crée une certaine angoisse, puis l'insécurité dans le travail. On voit des entreprises qui ferment, on voit des choses comme ça et les gens se ressentent. Enfin, beaucoup de personnes, je pense, ressentent ça.
Les choses évoluent beaucoup entre le milieu rural. Il y a des fermes maintenant qui ferment. Des petites fermes n'existent plus. Enfin, il y a toute cette évolution que les gens ressentent un peu, je pense, de façon insécuritaire. Ouais. D'accord. Vous aviez autre chose à rajouter, Bernard, ou... Pour l'instant, non. Très bien, merci. Je vais passer donc la parole à Marie-Vonne Ken. Alors, par rapport au malaise, moi, je pense que c'est le manque de considération. Les politiques qui ne considèrent pas les gens, surtout les petites gens, même les... oui, voilà. Et puis, la difficulté à joindre, pour les petits salaires, à joindre les deux bouts. Alors, je le vois à l'école. Par exemple, cette année, on organise un voyage scolaire. Eh bien, il y a plein de parents qui n'ont pas de chéquier, donc qui payent petit à petit en espèces. Donc voilà, pour joindre les deux bouts, c'est compliqué. Et l'isolement, le manque de services publics, le manque de services tout court, pas de médecin. La maison de santé, il n'y a pas de médecin, pas de dentiste. Ou même l'ophtalmo, il faut prendre rendez-vous 1 an avant, 2 ans avant. Donc voilà. Moi, je pense que... Tout ça, c'est ce que vous ressentez, en tout cas vous, au quotidien, oui, c'est ça. Dans les gens qui vous entourent, et même pour vous, sans doute, ce sentiment un peu d'abandon et de non-considération. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va passer la parole à Sébastien de Juniac. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je pense que le malaise actuel est déjà... depuis longtemps en fait, mais c'est exprimé en ce moment par la crise des Gilets jaunes qui dure depuis 3 mois. Et je trouve qu'ils remettent beaucoup de choses en débat, notamment la démocratie. C'est des discussions qui reviennent et qui sont fondamentales. C'est qu'il y a une vraie crise des institutions dans notre pays. C'est que les gens ne supportent plus les diverses trahisons qu'il y a pu avoir de nos élites politiques et médiatiques. Ça, les gens l'acceptent plus. Donc, même si c'est difficile au quotidien, on parlait du quotidien des gens qui est difficile, c'est beaucoup cette révolte des Gilets jaunes est pour moi une vraie révolte, une révolte de droite quelque part. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de travailleurs ou d'anciens travailleurs, c'est-à-dire des retraités. C'est pas des gens qui réclament grand chose, c'est des gens qui réclament de pouvoir vivre décemment en travaillant. C'est pas des branquignoles, la plupart. Moi, je suis souvent avec les Gilets jaunes d'Angoulême ou de Cognac pour aller un peu bavarder avec ces gens-là. Et je trouve qu'ils ont des vraies revendications qui sont des vraies revendications sociales. Il y a aussi des problèmes d'avoir le ressenti de toujours travailler et d'être toujours taxé systématiquement. En fait, on nous en demande plus et pour au final en avoir toujours moins. Donc, ce ras-le-bol-là s'exprime en ce moment et je pense il va durer dans le temps parce que il y a une crise de confiance. Il y a même toutes ces trahisons. Les gens attendent que l'élite en fait soit remplacée, ou au moins que les gens d'en bas, la France d'en bas, fassent partie du jeu démocratique, ce qui n'est plus le cas actuellement. D'accord. Alors la semaine dernière, on avait un jeune qui nous a dit qu'on n'était pas vraiment dans une démocratie. Est-ce que vous êtes en train de dire ça ou vous dites qu'il y a une démocratie, mais elle est à plusieurs vitesses et elle est pas pareille pour tout le monde. En tout cas, ça montre qu'il y a une crise de la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on constate depuis des années que finalement... déjà, en plus, ça montre que la Constitution a bien été écrite par les gens, les représentants et non pas par les représentés. C'est toute la thèse un peu d'Étienne Chouard, si vous suivez les actualités, qui est assez intéressante. Il montre qu'en fait, l'élection, qu'on puisse considérer plutôt comme quelque chose, un vote aristocratique, mais pas de la démocratie. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont les moyens de se présenter aux élections, notamment je parle d'élections présidentielles, c'est un peu moins le cas pour les maires au niveau local, mais faut pouvoir se rémunérer, payer la campagne, et en général, c'est que ces gens-là s'appuient sur des fortunes privées, et en général, quand ils sont élus par le peuple, ils sont plus redevables envers ces privés qu'envers le peuple. D'accord. Donc ça, les gens l'ont bien compris et mettent ça en avant et veulent une vraie démocratie. Et on parle de démocratie directe, non plus de démocratie représentative. Et vous sentez, vous, Sébastien, que ça vous impacte aussi dans votre vie, ça? Enfin, vous le ressentez en tout cas. Oui, parce que ça. Moi, je le ressens comme ça. Ça fait déjà quelques années. Je sais que, moi, je suis même plus inscrit sur la liste électorale parce que j'ai compris que le vote, c'est inutile.
On le voit même avec la dernière élection de Macron. Si on calcule bien à peu près les chiffres, il y a peut-être 10 ou 15% des Français qui ont souhaité que cet homme-là soit chef de l'État. Donc ça montre quand même qu'il y a un malaise et qu'il faut remettre le débat de la démocratie sur la table. Est-ce qu'à un moment, Alors on pourra en parler parce qu'il y a aussi des gens qui disent finalement le premier acte démocratique c'est de pouvoir voter. Et si on le prend pas pour soi, aller voter, c'est ça aussi qui est peut-être un déni de démocratie. Puis ce que je voudrais rajouter, c'est que pour faire des émissions avec les maires, ça je l'ai dit la semaine dernière, c'est ce que vous venez de dire. Hein, on ne peut pas dire qu'il y a déni de démocratie. Ils sont les mains dans le charbon et ils y vont. Et je dis pas ça parce que monsieur le maire de Roumazières est là ce soir, mais parce que c'est vraiment leur réalité. Mais on peut comprendre ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'élite qui a les moyens de se présenter et qui occupe des postes importants, qui gère la maison comme une entreprise. Ouais, c'est la grande bourgeoisie et on voit que ces gens-là représentent les gens pour qui ils sont issus, on va dire, et que la France d'en bas, c'est-à-dire les classes moyennes et les classes populaires, se paupérisent de jour en jour et se rendent compte en fait le mépris de classe qui est de plus en plus criant, notamment dans les médias. Et c'est pour ça que d'ailleurs la grande majorité des Gilets jaunes et des Français qui soutiennent les Gilets jaunes ne supportent plus cette espèce d'hypocrisie médiatique, je parle des médias mainstream, et se basculent maintenant sur l'information sur Internet, où on a tous les avis divers et variés, et qui ressemblent un peu plus à, pour le coup, une réelle démocratie, puisque tout le monde parle de ce qu'il voit, et ça ressemble plus à quelque chose de... En tout cas d'une grande place publique, finalement. Exactement, Bien. Et je trouve ça très sain, cet éveil populaire. Moi. Merci de nous avoir donné votre sentiment, Sébastien. Maintenant, nous allons passer à la seconde question. Qu'est-ce qui pourrait permettre aux citoyens de notre démocratie de se sentir davantage partie prenante des décisions politiques? Est-ce que vous voulez reprendre la main ou Émilie? Je ne sais pas. Qui est-ce qui veut commencer? Alors, moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec lui. Vous avez le le premier droit. geste de citoyen, c'est de voter. Alors, on peut voter blanc, parce que maintenant, même le vote blanc sera considéré. Et donc... moi, je pense qu'il faut s'engager. Moi, je suis engagée dans un syndicat. Moi, je pense que, alors même si les syndicats n'ont pas la cote, mais il faut s'engager. Alors après, on donne nos idées dans un syndicat, dans une association. C'est important. C'est comme ça. C'est pas sur Internet. D'abord, on voit pas les gens. C'est pas réel. Ça fait un peu virtuel, quoi. Et donc, je pense qu'il faut s'engager dans un premier temps. Bien, d'accord. Donc pour vous, permettre aux citoyens de notre démocratie de se sentir davantage partie prenante, c'est, j'allais dire presque à l'ancienne, être dans les syndicats, aller voter, etc., ce qui nous paraît être une norme. Sébastien Oui, non, moi, alors si je vote pas, en fait, je considère que je suis complètement engagé dans la vie citoyenne, en fait, et notamment dans le débat d'idées. Simplement, en fait, je considère que j'ai pas besoin de quelqu'un pour me représenter, que je peux me représenter moi-même, et j'aimerais pouvoir parler moi-même de mes opinions. Et j'ai pas besoin de quelqu'un ou de trouver un représentant pour ça, quoi. D'ailleurs, personne ne me représente dans la vie actuelle politique. Et on voit bien que les gens font plus confiance du tout au corps constitué, c'est-à-dire que les partis politiques, les syndicats, les gens ne les écoutent plus, les gens ne les suivent plus. Et donc les gens veulent juste pouvoir parler. Et ce mouvement des Gilets jaunes, ça montre un élan démocratique et un éveil populaire absolument incroyable, parce que les gens discutent entre eux. En allant sur les ronds-points, moi je rencontre la fraternité qui grandit. Et de jour en jour, il y a des gens qui, à la limite, se croisaient pas ou fermaient les yeux quand ils baissaient les yeux quand ils se croisaient la veille. Maintenant qu'ils sont Gilets jaunes, ils se disent bonjour. Ils ramènent le café, les croissants tous les jours, ils discutent, ils refont le monde ensemble. Et je trouve que c'est bien plus sain que de mettre un bulletin dans une urne et attendre 5 ans pour en remettre un autre, et ainsi de suite. Alors, on vous sent très, très engagé. Qu'est-ce qui vous a conduit à aller sur les ronds-points, discuter et être partie prenante avec les Gilets jaunes? Moi, c'est un éveil. J'ai pas mal étudié ces questions-là depuis quelques années. Et au début, j'étais pas gilet jaune. C'est-à-dire quand ça commençait le 17 novembre, ça partait surtout des problèmes de taxes et des choses comme ça. Absolument. Et rapidement, je sais pas, au bout d'une ou 2 semaines, le débat était beaucoup plus profond, et on parlait de remise en cause de la démocratie et des choses comme ça. Et là, le débat, je trouvais, a pris de l'ampleur et de l'intérêt. Et c'est pour ça qu'après, j'ai voulu discuter avec mes concitoyens, donner mon avis et participer à cet éveil populaire. Merci Sébastien. Bernard? Je trouve que ce qui pourrait aider à permettre de se sentir davantage concerné, c'est davantage de rencontres et des vrais dialogues entre les élus et les citoyens. Il y a des élus de proximité qui font beaucoup pour le dialogue, mais surtout que tout le monde se sente respecté
quelle que soit sa place dans la société. Je trouve. Ça me paraît important. Parce que justement, je pense que les Gilets jaunes sont nés avec de la frustration. On n'est pas reconnu dans ce qu'on est, on est un peu méprisé, etc. Donc je pense que ce qui pourrait améliorer, c'est vraiment des vrais dialogues avec les reconnaissances. Moi, je viens du milieu ouvrier et j'étais syndiqué, on était un peu syndiqué, on était acteurs dans les années, je ne vais pas faire du passéisme, mais on se sentait beaucoup plus respecté, on était plus dans le respect de la classe ouvrière actuellement. Et maintenant, je trouve qu'il y a plus de mépris que de respect. Et moi, je pense qu'avec les dialogues, avec les rencontres, on pourrait remettre... Moi, je suis assez optimiste par nature. Et on pourrait remettre ce dialogue. Mais alors, ça serait souhaitable aussi que plus de personnes s'engagent dans les syndicats. Il y a pas assez de personnes qui s'engagent, qui n'osent pas s'engager dans les syndicats ou dans les associations humanitaires, culturelles ou sportives. Parce qu'effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, les gens se sentent seuls et ont besoin de se rassembler, etc. Mais il y a aussi pas mal de structures pour se rassembler, de différents niveaux, culturels, sportifs, humanitaires, syndicats. Et moi, je pense que ça serait ça à développer, essayer d'inciter les gens à se rencontrer là où ils sont au quotidien dans les associations qui existent, quoi. Alors visiblement, ça appartient presque... En les reconnaissant, enfin... Pas de beurre dans les épinards, en fait. C'est bien beau de se rencontrer dans les clubs et qu'il y ait une vie sociale et un lien social important, mais le problème, c'est qu'il y a aussi une crise économique. Et que, comme vous citiez en commencement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et donc, la crise est vraiment là et il y a de l'urgence pour beaucoup de monde, en fait. Alors ça veut dire qu'on a des systèmes traditionnels, syndicats, clubs et autres, qui ne remplissent plus complètement leur rôle, puisqu'effectivement, nous avons des gens et des jeunes qui se rencontrent sur d'autres endroits, sur d'autres agoras, que sont les fameux ronds-points. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça, oui. Bon. Émilie ? Effectivement, moi j'étais aussi partie sur l'idée de recréer un maximum d'espaces de rencontre. Alors même dans la démocratie locale, on parle de conseils municipaux. Les conseils municipaux sont ouverts au public, mais qui finalement y assistent vraiment ? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes ? Est-ce qu'on est sur une représentativité aussi de ces personnes qui viennent y assister ? Mais y assister, c'est une chose. Est-ce que recréer des temps d'échange ou de primo-débat, on va dire, sur les ordres du jour, c'est-à-dire aussi une question de communication à un moment donné, d'échanger plus largement sur les dates, sur les ordres du jour des conseils municipaux et éventuellement avoir un temps avant ces conseils municipaux pour que, du coup, les auditeurs puissent débattre et que l'ordre du jour du conseil soit aussi nourri des concitoyens et d'une voix de chacun. C'est reconstruire ces petits espaces. Et après, plus haut, se dire, est-ce que ça serait utopique un jour de pouvoir voter pour un programme et non plus voter pour une personne ? Ça, je pense qu'à un moment donné, on parle de crise de représentativité, mais c'est aussi parce que on associe tellement et on identifie tellement un projet à une personnalité que finalement, ce qui est derrière, la construction du discours, la construction du projet, on l'oublie. On la partage sur quelques débats télévisés, mais on l'oublie. Et peut-être se dire, on construit un projet, on vote pour un projet, qui est un projet commun, et ensuite voir quelle est la personne, malgré tout, ou en tout cas le corps qui peut donner vie à ce projet-là. On est sur une modification de paradigme malgré tout. Donc pour vous, créer des instances qui permettent aux maires, par exemple, d'avoir un petit ordre du jour ou des témoins qui puissent faire avancer le... Oui, c'est-à-dire d'avoir une consultation finalement avant, alors pas démultiplier, mais peut-être en amont du conseil municipal et se dire, voilà, à l'ordre du jour, on a ces 3 points. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et ça vient nourrir et alimenter l'échange qui se fait au sein même du conseil. Peut-être que le maire le fait sur le marché en allant faire ses courses le samedi matin. Serrer des pinces. Voilà. Tout à fait. Mais pas que ça. D'accord. Et puis alors donc, je le note aussi, un projet et voir après ce projet quelle est la personne ou le groupe de personnes capable de le porter. Ça serait... Ok, merci. Alors on va passer à la 3e question. C'est bien, on tient notre horaire. Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires
qui favoriserait cette participation. Alors vous avez commencé à y répondre, mais qu'est-ce qui veut se lancer? Alors Sébastien de Ginac, vous êtes toujours sur RCF dans notre émission Cahiers d'Espérance, dans notre débat par rapport aux 5 questions qu'ont posées les évêques autour des événements, notamment à partir des Gilets jaunes. Donc Sébastien. Oui, après, les corps intermédiaires, ça va être au niveau local, je pense. C'est vraiment le travail des maires avec justement, avec notamment aussi l'Église. L'Église a son mot à jouer parce que ça sert à relier les gens, la religion. Donc c'est intéressant aussi qu'ils puissent rentrer dans le débat. Et je pense que les maires, en faisant justement, on parlait de laisser les gens discuter et débattre et participer à la vie locale, c'est primordial parce que si on se sent écarté de la vie politique, même au niveau local, on a tendance à infantiliser les gens. Alors que pour leur redonner des responsabilités et redonner de quoi réfléchir, il faut justement les faire participer aux discussions. Et donc c'est vrai au niveau local. Au niveau national, je ne pense pas que on trouve une solution parce que les gens qui sont au pouvoir n'ont pas tellement envie de le laisser partir. Mais la solution viendra au niveau local, de pouvoir se réorganiser ensemble, rediscuter, rouvrir des débats pour la vie de tous les jours. La politique, ça concerne tout le monde. C'est pas quelque chose, c'est pas des grands discours. Tout le monde peut avoir un avis intéressant. Ça, on l'a compris. Et ce que je voulais vous dire, vous parlez d'église. Ce soir, nous avons les prêtres qui sont dans cette salle. Alors, quelles sont vos idées? Quelles idées pourriez-vous leur passer pour être dans cette vie ecclésiale et politique, la res publica? Ouais, alors c'est recréer un sentiment de communauté. Je fais les parcours alpha en ce moment à La Rochefoucauld. Je trouve que c'est un. Faut que vous nous disiez un peu pour nos auditeurs ce que c'est que les parcours alpha. Alors, le parcours alpha, c'est ouvert. Le doyenné de La Rochefoucauld, je pense que c'est ouvert un peu partout dans le monde, ça. Mais en fait, ils ouvrent la discussion aux chrétiens et aux non-chrétiens, aux laïcs et à tout le monde, en fait, pour venir parler de choses comme la foi, comme la vie de Jésus, la Bible, des choses assez profondes. Moi qui aime bien discuter de plein de choses diverses et variées, j'ai trouvé ce truc-là super intéressant et c'est un endroit où j'adore aller en fait parce que les gens sont déjà hyper bienveillants. C'est pas courant en fait quand on aime bien sortir et bavarder et on peut discuter assez librement de tout. Il y a des opinions diverses et variées, mais on peut vraiment parler de tout. Et c'est des choses que j'ai pas rencontrées, notamment avec des gens qui étaient laïcs. Ils sont en général fermiers sur toutes les discussions de la foi ou même du spirituel, des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a l'éveil populaire qui est politique. Je pense qu'il y a un éveil aussi qui est bien plus profond que ça. Et je pense que les gens ont besoin de retrouver un peu de sens dans leur vie. Ils refusent cette société consumériste où on se lève, on travaille, on rentre, on dort et c'est reparti le lendemain. Ils ont besoin de donner du sens. Et je pense que la religion a des réponses à apporter à ces gens-là sur le sens à donner à la vie. Bon, ben merci de nous parler de ces parcours où vous vous sentez bien, aussi bien sur les ronds-points que dans les parcours alpha. Merci Sébastien. Marie-Vonne, est-ce que vous voulez prendre la parole pour ces lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation? Alors, je vais me répéter, mais les mairies, pendant les conseils municipaux, on peut participer. On peut, dans les associations, les diverses associations, caritatives ou non caritatives, hein, et puis dans les syndicats. Parce que moi, je suis syndiquée, donc voilà. Mais alors, le lycée n'est-il pas une place publique quelque part? Oui, oui. Comment vous mettez ça en forme avec vos élèves? C'est une question piège, peut-être. Vous n'y aviez pas pensé, mais si. Non, oui, non. Non, c'est vrai. Au lycée, je suis secrétaire du comité d'entreprise, les élus du personnel, les élus... c'est important, vous le disiez, ça, oui. Oui, donc on participe, on pourrait participer. Puis en fait, ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Hein. Les enseignants et les salariés de droit privé ne sont pas forcément intéressés. On laisse le travail, laisse faire les autres, quoi, les élus, puis voilà, ils ne sont pas intéressés. Alors, il y aurait peut-être des choses nouvelles à inventer, comme les fameux parcours alpha pour l'Église, dans les anciennes institutions, entre guillemets. Bon, enfin, en tout cas, on sent que vous êtes engagé et que c'est vraiment des lieux de parole. Bien. Émilie ?
Alors nous, depuis cette année au CARM, dans le projet artistique de cette salle, on a imaginé justement des espaces d'échange qui n'ont aucun objectif, aucune mission particulière, si ce n'est de réunir les gens autour d'un thème qui peut parfois être complètement étonnant. Nous avons notamment échangé au mois de janvier autour du futur, qui très vite à amener à la question de l'engagement, de toute façon, qui s'appelle Nos idées en partage. Et ces espaces-là sont vraiment des espaces qui devaient permettre simplement de retrouver en toute convivialité un groupe d'une quinzaine de personnes et se dire juste, on est là, on se connaît ou on ne se connaît pas, mais qu'est-ce qu'on peut rêver ensemble? On n'a pas besoin d'avoir les pieds sur terre. Des fois, ça fait juste du bien d'avoir cette parenthèse et d'échanger sur une thématique, parfois de se livrer un tout petit peu aussi. Et puis simplement, alors peut-être des fois, juste en rester là. Juste en rester là, pas forcément faire remonter des choses, mais simplement avoir eu l'impression que sur ce temps-là, justement, la question de la bienveillance et juste s'ouvrir aux autres sur nos idées, sur nos points de vue, imaginer des espaces de possibles sur ce qui pourrait être un avenir en commun. En tout cas, voilà, c'était cette envie-là de se dire on privilégie un petit groupe, on ne va pas être dans une grande conférence sur une thématique à partager, mais simplement de recréer cet espace-là. On est un lieu culturel, est-ce que c'est vraiment son objectif? Moi, je dirais que oui. L'idée est de retrouver un rapport de proximité impérativement avec les gens, que ce soit avec des formes artistiques ou que ce soit avec ces espaces d'échange. Alors, le premier rendez-vous a réuni une douzaine de personnes, mais c'était 12 personnes qui, à un moment donné, ne savaient pas à quoi s'attendre, ne savaient pas qu'est-ce qu'elles allaient partager avec les autres et qui sont ressorties avec le sentiment d'avoir créé du lien et créé du sens autour d'un échange. Et ça, ces petites formes-là, même si elles n'ont pas d'autres objectifs que simplement de se réunir, elles font un bien fou. Et je pense qu'il y a ça aussi. Il y a des choses qui doivent organiser la parole pour être remontées, mais il y a aussi simplement l'espace d'une conversation qui est formalisé, bien évidemment, mais l'espace d'une conversation qui permet simplement d'être ensemble. Bien, j'en connais d'autres qui ont commencé à 12 aussi. Hein. Voilà. Bernard. Ça, je suis bien d'accord, mais pour compléter un peu, je trouve qu'il y a une des idées, les centres, il y a plusieurs centres socioculturels ici. Il y en a à Confolens, il y en a à Roumazières qui fonctionnent bien et qui rassemblent beaucoup de personnes. Pas assez, hélas, mais un peu de tous les niveaux, des enfants, il y a des animations d'enfants, etc. Et il y a des liens parentalité, il y a du sport, et on peut faire un petit peu de tout culturel dans ces centres socioculturels. Et un des slogans est le pouvoir aux habitants. Je trouve que ce sont les adhérents, d'ailleurs des adhésions très bon marché, hein, que c'est accessible à tous, qui choisissent leurs activités. Et ça me paraît important. Moi, il y a une dynamique. Alors, je trouve ce qui manque un peu, c'est qu'au niveau des élus, pour qu'il y ait des rencontres, il faudrait qu'il y ait plus d'élus qui soient présents et qui rencontrent ces personnes un peu, là, pour qu'il y ait une réelle proximité pour favoriser justement la démocratie, la reconnaissance entre les personnes, les liens, etc. Est-ce que vous les invitez? Oui. Bon. Actuellement, en Charente-Limousine, il y a quelque chose qui démarre au niveau par rapport. Il y a un lien entre les élus et les associations, les centres socioculturels qui démarrent au niveau de la parentalité, et ça, c'est des actes comme ça qui sont importants et qui peuvent créer des liens et créer une dynamique où tout le monde soit plus. C'est important d'être reconnu. Je pense que le malaise actuel, c'est d'être complètement s'isoler parce qu'on a des frustrations, on n'est pas reconnu et on se sent un petit peu humilié, etc. Et je pense que pour remédier à ce phénomène, plus de contact, plus de communication entre les différentes couches de la société, quoi, je dirais, hein, avec les élus et puis tous les participants. Créer du lien, comme c'est très à la mode, un mot à la mode, beaucoup créer du lien, mais j'y crois beaucoup. Moi, dans les milieux ruraux, il y aurait beaucoup à faire là.
Je pense que c'est essentiel ce que vous dites, puisque c'est ce qu'on retrouve aussi sur les ronds-points. Et on sent bien dans tout ce que vous êtes en train de dire que la personne est au centre, que chacun veut être considéré et que chacun veut pouvoir avoir un lieu de parole et d'échange. Donc à la fois un et à la fois ensemble. Alors maintenant, je vais passer à la 4e question. Quel bien commun, entre guillemets, recherché ensemble, pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l'avenir ? Qui est-ce qui veut répondre à cette question ? Sébastien ? Allez. Donc, Qu'est-ce qui pourrait fédérer ça, ouais ? voilà, quel bien commun recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l'avenir ? Mais je pense que c'est les remettre actifs, les gens. C'est à un moment donné, les gens ont besoin d'un retour aux sources, de retour à la nature, un retour au vrai. Et il y a des choses très simples. Je pense que les gens, rien que les gens qui font un potager, des choses comme ça, et qui peuvent partager leur production, leurs légumes dans un village, ça joue un lien énorme. Enfin, ça étoffe les liens sociaux. Et c'est bon pour la santé. Donc je pense que les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de remettre de l'humain dans leur vie, en fait, tout simplement. On leur parle d'argent systématiquement, de crise de fin de mois, qu'on ne peut pas payer ci, pas payer ça. Je pense que le vrai problème, c'est un retour à l'humain et voir au-dessus un retour à Dieu, à la spiritualité, ce qui pourra aussi trouver des solutions à certains problèmes. D'accord. Donc là, on a les mains dans la terre. Et puis ça... Oui, alors pas que, mais il peut y avoir d'autres solutions, mais il y a bien. toute la vie sociale, faire du sport ensemble, faire plein d'activités, créer. Je pense qu'il faut, rien que faire des métiers manuels ou des activités manuelles en commun, même une après-midi, tout ça, c'est important et on a l'impression d'être utile pour une cause, quoi. D'accord. Le faire ensemble. Merci, merci Sébastien. Marie-Vonne, quel serait donc ce bien commun recherché ensemble qui pourrait fédérer nos concitoyens ? Lutter contre l'isolement, donc faire, je sais pas, faire des rencontres, oui, lutter contre l'isolement, avoir le sens du service, le sens des autres, voilà. En dehors de votre démarche engagée dans le syndicat, etc., comment vous le vivez, ça ? À Confolens. Le festival. Non, je ne fais pas. Je fais la catéchèse. Donc, c'est déjà un partage. Avec les parents. Donc, on invite les parents à venir avec nous, à animer les séances de caté, donc avec les enfants et les parents. Donc, le vivre ensemble, parents, enfants et animateurs. Bon, c'est bien. Si vous avez envie de rajouter quelque chose, vous pourrez rajouter. Bernard ? Oui, je dirais tout simplement la devise républicaine, en essayant de la développer, la liberté, fraternité, égalité. Je ne mets pas tout à fait dans l'ordre parce que c'est à dessein. Liberté, que chaque citoyen ressente la liberté de s'exprimer pacifiquement, bien sûr, et quel que soit surtout son niveau culturel ou professionnel. Ça, c'est pas important. La fraternité, c'est important de développer plus de respect entre les uns et les autres. Je trouve qu'on est dans un monde de compétition, on est déjà très jeune. Il faut qu'il y ait un monde de compétition. Je viens de la banlieue parisienne où il y a une violence, une sous-jacente avec des compétitions. Ça me paraît néfaste justement pour le bien de tous, quoi. Et l'égalité, que la justice soit vraiment égalitaire et non en fonction de ses moyens financiers ou de son pouvoir, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ressentent cette injustice, pas uniquement une injustice financière, mais la justice pour traiter de la justice, quoi. Et puis par rapport au travail, parce que pour moi c'est important, que tout travail soit reconnu utile et au service de la collectivité et que tout travail soit respecté. Pour moi, et le bien commun, bien sûr, c'est la nature, l'environnement, que chacun fasse un geste. Et parfois, on le demande, certaines émissions demandent de faire un geste pour la planète. Et ça, c'est des petits gestes parfois, mais c'est important. Et qu'au moins avoir ce sens de la réflexion, quoi. Alors vous qui avez dirigé les communautés Emmaüs, ça se vivait ça déjà au quotidien. Qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui pour l'avenir, puisque la question elle est ouverte sur l'avenir. Enfin, on va en parler aussi après. Moi, ce que j'appréciais beaucoup dans les communautés Emmaüs, c'est que chacun avait sa place.
quel que soit son niveau d'instruction, son niveau culturel. Il y avait tous les niveaux culturels et sociaux dans les communautés Emmaüs. Il y en a qui avaient des accidents de la vie et qui avaient un niveau important. Et chacun y trouvait sa place. Et le travail était au service de la communauté et non l'inverse, quoi. Enfin, c'était vraiment c'est ce qui déterminait que chacun avait sa place, quel que soit ça me paraît important et à développer dans la société, ça. Voilà, trouver des passerelles de cette expérience pour la vie de tous et chacun. Et que chacun soit reconnu en fonction de qui il est, quoi. Bien, merci de votre éclairage. Émilie ? Alors, bien évidemment, par rapport à l'aspect culturel, pour moi, ce bien commun qui doit nous réunir et qui doit nous fédérer, c'est la curiosité et la créativité. C'est dépasser les limites du réel et du quotidien, et c'est ainsi construire un autre rapport au monde. C'est confronter des visions, c'est parfois s'émouvoir, c'est parfois aussi s'offusquer. Et accepter par là même que l'on n'aime pas tous la même chose. Je crois que le plus fâcheux, et aujourd'hui, c'est la difficulté que l'on peut vivre parfois dans notre métier, c'est de penser que la culture pourrait être la même pour tous. Qu'il faudrait des propositions qui répondent aux attentes du plus grand nombre, alors que le plus important, finalement, c'est surtout de miser sur la qualité et la singularité des choses, et non pas sur la quantité ni de propositions, ni de personnes présentes dans la salle. Alors ça, bien évidemment, il y a un aspect économique qui nous fait jouer aussi un peu des coudes par rapport à cette espérance-là, mais se dire que l'on mise sur la créativité et la curiosité, c'est miser sur l'initiative. Et c'est miser sur le fait que demain pourrait être différent d'aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. C'est de faire en sorte, en tout cas, que l'on ne reproduise pas les choses et que l'on ne ferme pas à la nouveauté. Voilà, et à des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est la parole des Gilets jaunes dans un débat qui parfois est un peu sclérosé. Ça peut être ça aussi, mais en tout cas dans le milieu culturel, c'est accepter d'aller à la rencontre de ce qui n'est pas présenté forcément dans les médias grand public, on va dire, mais d'aller à la rencontre de nouvelles choses, comme aller dans une bibliothèque et d'aller lire les best-sellers, mais aussi d'aller fouiller dans les rayonnages. Voilà. Et les deux sont là pour que chacun puisse se construire en avançant, c'est-à-dire en allant à la fois voir des choses évidentes, mais aussi en allant voir des choses qui vont le dérouter et qui vont, à un moment donné, le décaler de ses cases. Et c'est comme ça qu'on se construit. C'est en allant voir les deux. Moi, je suis la première à regarder les pires émissions à la télé et en même temps prendre un plaisir fou à aller voir des choses qui vont me dérouter complètement sur des scènes ou à la télé. Mais c'est de se construire avec ces deux choses-là. Oui, ce qu'on pourrait dire aussi pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est qu'un théâtre comme celui des Carmes ne peut pas se payer la tournée Âge tendre et Tête de bois, ça coûterait une fortune, et que à travers les spectacles, ça permet d'avoir une autre vision et puis de découvrir des choses qu'on ne verrait pas autrement grand public. Ce qui n'empêche pas de dire, comme vous dites, d'aller voir des best-sellers qui passent à Cara. Tout à fait, exactement, c'est ça. C'est de pouvoir être un spectateur de Cara et un spectateur des salles de proximité. Exactement. Et donc le spectacle comme lieu de concitoyenneté et tourné vers l'avenir, si je vous écoute. C'est une expérience qui est à la fois individuelle et collective, aller au spectacle. Donc l'aspect individuel, c'est chacun qui reçoit la proposition pour lui, avec ce qu'il a comme bagage et ce qu'il a comme aussi état d'esprit sur le moment. Mais c'est aussi une expérience collective qui permet, après la représentation, d'échanger. Voilà. Et ça, c'est ce qui est le plus important, échanger avec les artistes sur leur vision du monde, mais aussi échanger avec ceux qui ont vu la même chose, qui ont assisté à la même chose au même moment. Bien, mais merci. Alors, on va passer à la dernière question avant qu'ensuite nous passions la parole à la salle. Toujours sur RCF Charente, ce soir à Roumazières. Quelle raison d'espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants ?
Alors, qu'est-ce qu'il veut? Bernard, par exemple. Oui, mais Je prends un les retraité. raisons d'espérer, je trouve, c'est l'environnement. Enfin, quand même, il y a quand même une prise de conscience qui commence à naître d'une consommation plus respectueuse de l'environnement. Les fermes bio se multiplient, les consommations locales, on en parle beaucoup, et je pense que ça peut se développer, ça. Et ça reste une source d'espoir. Les grandes actions d'entraide médiatiques qui fonctionnent déjà bien, si le Téléthon, les galas du Resto du Cœur, tout ça, c'est des actions de solidarité populaire où ça fonctionne déjà bien. Hein. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'occasions de voyager et de connaître le monde. Et ça permet quand même de s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus malheureux que nous. Et ça permet de ne pas toujours se plaindre et d'éviter de pleurer trop la bouche pleine, quoi. Et une autre source d'espérer, je trouve, c'est l'arrivée des réfugiés, notamment dans notre secteur, là, qui favorise à plus de fraternité. Et je trouve que Confolens a beaucoup changé avec les réfugiés. Là, actuellement, il y a un comité d'accueil des réfugiés là, qui est en train de naître, là, qui démarre. Et il y a vraiment une prise de conscience des problèmes du monde. Et moi, je trouve que ça, c'est une raison d'espérer, cette prise de conscience. Il y a de plus en plus de comités de soutien auprès des réfugiés, un peu partout, quoi. Donc là, c'est pas nous qui allons voir le monde, c'est le monde qui vient vers nous. Tout à fait. Et avec aussi ses misères. Il y a vraiment les deux facettes. Et vous sentez que vraiment les gens sont en empathie et accompagnent. Il n'y a pas de rejet ou... Il peut en avoir, mais il y a plus j'espère je trouve quand même qu'il y a beaucoup de fraternité, beaucoup de personnes qui sont en empathie, effectivement, avec les plus pauvres de nous qui sont à nos portes, quoi. Merci, ça c'est une raison d'espérer, puisqu'on entend tellement souvent l'inverse que c'est bien, on le constate aussi, on l'a senti à Ruffec, on l'a senti à Barbezieux, enfin, quand on se promène en Charente, on a beaucoup d'engagement. À Montbron notamment aussi, je tiens à le souligner, puisqu'on en a parlé avec le maire à une époque et avec les frères, donc on sent que ça c'est très important et c'est bien implanté en Charente. Oui, tout à fait. Émilie, puisque vous êtes à côté de Bernard. Alors effectivement, la notion d'initiative locale, et je pense notamment à toute la valorisation des circuits courts. Aujourd'hui, on réinvestit les productions locales, on réinvestit ce rapport aux producteurs, et ça, je trouve que c'est à valoriser encore plus, parce qu'on est sur des micros engagements finalement par rapport à la population d'un territoire, mais elles sont là, elles existent, et il est de nous de les faire vivre et de les faire perdurer. C'est aussi d'avoir croisé encore récemment des engagements de jeunes, on va dire des trentenaires, quarantenaires, dans les conseils municipaux des communes autour de La Rochefoucauld. Je pense à Marillac-le-Franc, je pense à Saint-Sornin, je pense à Saint-Germain-de-Montbron, où des jeunes sont engagés pour leur territoire au sein des conseils municipaux. Et ça défrise un peu la vision que l'on pouvait avoir, et c'est extrêmement réjouissant pour l'avenir. Ça défrise comment ? À la fois parce que c'est des jeunes qui parfois ont eu des parcours loin de leur territoire et qui ont souhaité revenir. Et souvent, ces engagements-là ne sont pas uniquement dans les conseils municipaux, ils peuvent se retrouver aussi dans les instances associatives. Et donc, le visage que l'on pouvait donner de cette génération-là qui ne s'engageait pas, ces parcours que j'ai eu l'occasion de croiser justement dans des idées en partage ont permis de se dire que non, voilà, sur nos territoires ruraux, oui, effectivement, il y a des jeunes trentenaires, quarantenaires qui s'engagent au-delà de leur vie de famille ou de leur vie de couple. Donc, ils ont un vrai engagement dans la société, par des actes simples, posés et en même temps un peu agitateurs. Tout à fait.
Et puis, si je reviens au milieu culturel, parce que c'est aussi pour cette place-là que je suis là ce soir, c'est Absolument. l'investissement par les créateurs. Alors les créateurs du spectacle vivant, mais aussi les créateurs, on va dire plutôt au niveau de la littérature, qui s'emparent de sujets du monde qui est agité et qui vient nous en parler avec une autre vision, et notamment à l'attention des plus jeunes. Encore cette semaine, on avait un spectacle au théâtre qui parlait justement de thèmes très quotidiens et très contemporains. Et je trouve que ça, c'est réjouissant de se dire que voilà, il nous pousse à des visions de constat, mais il nous pousse aussi à des visions qui vont nous permettre de nous interroger. Et ces interrogations, quand on les trouve dans les pages d'un livre ou sur les scènes de théâtre, elles sont là, non pas pour donner des solutions, mais surtout pour nous engager à y réfléchir derrière. Et si on y réfléchit derrière, c'est que déjà on est dans un futur, dans un futur possible d'engagement ou en tout cas de réflexion. Et alors, c'était quoi ce spectacle qui nous emmène peut-être dans des choses du quotidien pour les dépasser? Et pour les dépasser, c'était le spectacle Oh Boy, qui est un spectacle qui pourtant a une dizaine d'années. Il avait eu le Molière, il y a jeune public il y a 10 ans, et qui est d'une cruelle actualité autour de ces familles qui se recomposent, des déchirures de vie et des espérances que l'on peut avoir sur la bienveillance d'être ensemble et de reconstituer. Alors là, pour le coup, une famille de briques et de brocs, mais qui a un bel avenir, alors qu'elle était arrivée au début de l'histoire extrêmement cabossée. D'accord, eh ben, on peut dire que ça peut être un chemin d'espérance pour les enfants et les petits-enfants de ces familles recomposées. Merci, Émilie. Marie-Vonne. Alors, les raisons d'espérer, pour moi, c'est de s'ouvrir aux autres, d'accueillir l'autre. Alors, par exemple, dans une des classes, il y a des migrants et ça change complètement l'ambiance de classe. Alors, ils sont très demandeurs, malgré leurs difficultés. Et les autres, eh bien, donc, ils sont très demandeurs, ils travaillent, ils essayent, ils refont pour réussir. Et ça entraîne les autres. Alors, en lycée professionnel, ce n'est pas forcément facile. Donc là, ça entraîne les autres. Ils ont envie de travailler. Et puis, ils ont vécu dans la rue pendant 1 an, puisqu'ils sont tout seuls. Ce sont des jeunes mineurs. Donc, ils ont vécu 1 an dans la rue et ça permet aux autres de voir qu'ils sont riches, ils vivent dans le confort et tout ça. Et ça les ouvre, quoi. Voilà. C'est un peu ce que disait Bernard tout à l'heure, Oui. avec l'accueil des migrants. Et vous sentez qu'il y a Oui. et ils ont été pressentis comment par ces élèves quand vous leur avez dit, voilà, vous allez avoir des jeunes qui ont été dans la rue pendant 1 an et qui vont être avec vous? Bien, il n'y avait eu aucune difficulté. Ça s'est bien passé, quoi. Vraiment bien passé. Voilà un langage d'avenir et d'espérance. Merci Marie-Vonne. Sébastien. Oui, je vais essayer de ne pas paraphraser ce qu'ils ont déjà dit, mais oui, effectivement, le partage, l'ouverture aux autres, pouvoir de renouer un dialogue en fait entre citoyens, c'est déjà un bon signe d'espoir en l'avenir. Après, ça ne résoudra pas forcément tous les problèmes, mais déjà de renouer un lien social et de pouvoir retravailler ensemble à un niveau local, produire ensemble, s'émanciper peut-être de l'élite nationale et puis après voilà, tout est possible après. Qu'est-ce que vous voudriez transmettre à vos enfants? Je ne vais pas dire les petits-enfants. Alors j'ai ni enfants ni petits-enfants. Oui, mais on ne sait jamais. Ou alors à vos neveux, vos nièces, peu importe. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais leur transmettre? C'est avant tout essayer de comprendre le monde, c'est-à-dire de lire, de s'ouvrir à peu près à toutes les cultures, d'essayer de comprendre, de tout lire, de pas s'arrêter aux préjugés ou du qu'en dira-t-on. Il y a beaucoup faut beaucoup faire face à la bien-pensance ou des choses comme ça, et il faut pas avoir peur d'aller contre ça ou d'exprimer ses idées, même si elles peuvent paraître intolérantes ou quoi que ce soit. En fait, il faut pouvoir s'exprimer. C'est aussi ça la démocratie, c'est il doit y avoir plein de gens pas d'accord. Et c'est aussi l'importance de pouvoir s'exprimer. Je trouve que là, on est dans un monde où on est un peu dans l'uniformisation des gens, où tout le monde pense un peu pareil. Et moi, personnellement, je trouve ça un peu déprimant.
parce que j'aime bien échanger justement. Donc si tout le monde est d'accord, c'est un peu ennuyeux. Et donc il faut multiplier les échanges et avoir divers points de vue pour pouvoir s'amuser un peu. Et puis peut-être aussi leur donner l'envie du discernement et du recul. Mais exactement, mais pour ça il faut s'instruire, et je pense que ça manque, notamment dans les médias, il n'y a plus rien. L'éducation nationale s'effondre et on n'apprend plus rien aux gosses. Et je pense que c'est justement par la transmission filiale. Alors moi j'avais un jeune, maintenant j'ai un vieux qui parle, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je suis très vieux dans ma tête. Mais je pense que le vrai espoir, c'est justement la filiation familiale. J'aimerais dire que la transmission se fera de père en fils ou de grand-père en petit-fils ou grand-mère en petite-fille, etc. Mais c'est qu'il ne faut plus forcément attendre grand-chose des institutions. Pour moi, il y en a beaucoup de choses trop corrompues pour qu'on puisse mettre trop d'espoir là-dedans. Il faut continuer de vivre normalement, mais il faut prendre conscience de ça et aussi devenir autonome et un citoyen accompli, quoi. Mais je vous sens bien parti aussi pour moraliser cette vie politique que vous nous dites qui n'existe pas, enfin qui a été un peu confisquée. Bien, écoutez, merci à vous quatre d'avoir débattu ce soir, d'avoir parlé avec votre cœur, avec vos tripes et votre âme. Maintenant, il est 20h10, bientôt 11. Nous sommes toujours sur RCF Charente dans ce débat des cahiers d'espérance, dans le doyenné Est-Charente, à Roumazières, dans la salle des fêtes. Et nous allons maintenant laisser la parole, j'espère constructive, à la salle. Donc des micros sont à votre disposition et j'ai déjà un monsieur qui se lève et qui va prendre la parole. Bonsoir monsieur, merci. Je suis content d'être parmi vous et de pouvoir parler un petit peu. Mais une chose qui me choque, c'est que on parle beaucoup, on cherche des solutions, mais si chacun à sa place faisait ce qu'il peut, on vivrait dans un monde bien meilleur. Maintenant, moi, une chose qui me choque aussi avec les Gilets jaunes et compagnie, c'est que j'entends des gens qui touchent 2800 € de retraite et qui se plaignent. Moi, j'en ai 800 et je suis content. Et ça ne m'empêche pas d'aller vers les autres et de les aider. Au contraire. Et une chose qui est, c'est qu'on parle souvent de la taxe carbone. Une chose que je trouve qui ne va pas par rapport au gouvernement, c'est que on met 80 à l'heure sur la route parce que ça fait 150 morts de moins par an. Alors qu'on laisse et on autorise l'Allemagne à tuer 1000 personnes par an avec les centrales à charbon et à faire du CO2, n'en parlons pas. Et ainsi de suite. Donc, et moi maintenant, vous voyez, je vais partir et je vais aller chercher une personne. Cette personne, elle a une voiture. Mais elle va passer au contrôle technique. La voiture a 20 ans. Et on va y demander 70 €. Et elle se dit, je vais la passer au contrôle technique, et si elle passe pas, eh bien, j'ai perdu ma voiture et 70 € que j'aurais mis à la poubelle. Donc, et on parle toujours de gens qui ont de l'argent, mais moi, je voudrais qu'on parle de ceux qui n'en ont pas. Parce que moi, j'ai 800 €, et je suis content que j'arrive à vivre. Ma femme en a un petit peu plus, mais on est heureux. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Et quand on parle de l'individualisme, supprimer les portables et les machins qu'on met dans les oreilles, parce que chacun est là dans la rue et on se croise et on ne se voit pas. Vous croyez, on vit dans quel monde? C'est ça le problème. C'est qu'on se crée, le monde dans lequel on vit, on se l'est créé. Nos politiques ne nous entendent pas, ça c'est une réalité. Mais en même temps, nous sommes fautifs, chacun à notre place. Et c'est là où ça ne va plus. Alors c'est peut-être pas le modernisme qui est en cause, mais la façon dont on s'en sert. C'est exactement. Voilà. Maintenant, je vais arrêter là parce que sinon, je pourrais vous dire encore beaucoup de choses. Parce que j'aide beaucoup de... Vous voyez,
dans ma vie, on aide beaucoup de gens autour de nous avec le peu de moyens que l'on a. Et voilà. Et si chacun faisait pareil, je pense qu'on serait dans une société bien meilleure et on serait beaucoup plus heureux. Parce que quand on parle d'augmentation du salaire, mais ma grand-mère gagnait 5 francs par jour. Alors elle a demandé d'en gagner 10. Après, elle a voulu en gagner 20. Mais c'est ça notre problème, on veut augmenter toujours. Moi, je me rappelle quand je me suis mis à travailler, le SMIC était à 400 francs. Après, on l'a mis à 800. Puis après, on l'a mis. Mais de fait, une chose qui est, c'est que le beefsteak, quand on augmente, au fur et à mesure, on monte. Ce qui fait que c'est la course aux échalotes. Ça sert à quoi d'augmenter? Par contre, non, qu'on baisse de l'autre côté. Parce qu'en même temps, on serait concurrent, on ne serait pas en concurrence avec les autres pays. Voilà. Allez, je m'arrête là. Parce que merci de votre témoignage. Vous avez une belle voix de conteur en plus, donc on pourrait vous écouter encore longtemps. Merci en tout cas de nous avoir dit que, eh bien, c'est pas l'argent qui fait le bonheur et que vous faisiez avec peu tout ce que vous pouviez et que vous invitiez les autres à en faire autant en tout cas. Voilà. Voilà. Vous allez rejoindre des gens. On vous souhaite une bonne soirée et merci d'avoir participé. Alors, qu'est-ce qui voudrait prendre le micro? Monsieur. Ça marche, oui. Oui, ça fonctionne. Oui. On vous entend. Félix Mangui de Selfroin, retraité de l'agriculture. Est-ce que je peux reprendre quelques points? Oui, vous pouvez, parce qu'on n'a pas eu d'agriculteurs, on souhaitait ce soir, et puis ça n'a pas été possible. Donc voilà, je suis content de vous laisser la parole. Bien sûr que vous pouvez reprendre des choses. Je voulais reprendre simplement un point sur les 5. Alors attendez, parce que votre micro ne marche pas bien, Jean-Louis va vous passer un autre micro, parce qu'il faut que nos auditeurs et auditrices puissent vous entendre à l'autre bout du poste. Sur les 5 points. Alors les riches de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, plus de 10 millions de Français en dessous du seuil de pauvreté, le chômage ne diminue pas, une grande désespérance des jeunes en face au travail qu'ils n'arrivent pas à trouver, et certains trouvent la solution malheureusement dans le suicide. Perte des valeurs de la famille, les jeunes sont désorientés face au monde du travail, il manque beaucoup d'humanité. Devant cette situation, on se sent oublié, humilié, incompris, et ce qui déchaîne aujourd'hui cette violence. Ça, c'était pour la première question. J'espère que ça revient souvent, effectivement, dans tous les témoignages qu'on a. Et il y a des choses qui se recoupent d'ailleurs avec ce qu'on a déjà dit. Pour la deuxième question, à chaque élection municipale, départementale, régionale et nationale, je trouve qu'on ne prend, entre chaque élection, on n'a plus la parole. Donc on a l'impression que les élections ne servent pas à grand-chose. On vote et 5 ou 6 ans après, on recommence. Et il me semble que nos élus ne donnent pas l'occasion de nous écouter. Voilà, c'était la réflexion que je faisais. C'est un peu ce que disait Sébastien de Gignac tout à l'heure. Et peut-être que ça signifie aussi le taux de participation qui diminue entre chaque élection, parce qu'on ne se sent pas du tout écouté. Un débat sur le sujet plus important de temps en temps pourrait être nécessaire. Ça, c'était pour la deuxième question. Alors, les lieux et les corps intermédiaires. Oui. Alors, d'abord, je dirais à l'échelon communal, intercommunal, paroissial, pourquoi pas, avec les élus, les chefs d'entreprise, les associations, tous ceux qui participent à la vie rurale. Toutes les propositions suite à ces débats pourraient être remontées à tous les niveaux, départemental, régional et bien sûr national, et ces consultations pourraient être réalisées au moins une fois par an. Et il me semble que là, on aurait l'impression ou l'intention de vraiment participer. Bien, une consultation générale, d'accord. Voilà. Alors, quelques biens communs. Le partage du travail, des biens de production, de consommation, le partage de la terre, permettre à chacun d'avoir une habitation et un salaire équitable, une vie rurale plus dynamique, où le mieux vivre ensemble afin de permettre une vie meilleure pour tous. Et enfin, la dernière question.
Et justement, voilà les raisons d'espérer. Voilà les raisons d'espérer. Un meilleur partage des richesses, arrêter la pollution de la terre et de l'environnement, notre bien commun, afin de laisser une planète propre à nos enfants et nos petits-enfants. Du travail, de la nourriture et des loisirs pour tous, l'entraide, la solidarité, pas le droit de désespérer. Voilà. Alors, Merci. je vous remercie. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans votre milieu d'agriculture qui va dans ce sens aujourd'hui? Eh bien, je crois qu'effectivement, on l'a déjà soulevé tout à l'heure. Aujourd'hui, on s'oriente quand même vers une agriculture beaucoup plus propre. Bon, on a parlé aussi que l'évolution du bio s'amplifie tous les ans. Je suis très heureux d'ailleurs que notre fils qui a repris la suite depuis 4 ans, il a tout passé en bio, ses céréales et son élevage de porc. Et j'en suis très heureux et je pense qu'on est bien parti dans cette situation-là. Oui, puisqu'on importe du bio. Voilà. Donc, mais merci de ce témoignage. Et là, j'allais dire en chair et en os sur non pas des idées, mais aussi du concret. Alors, qui est-ce qui veut maintenant prendre la parole? Je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Mais vous êtes grand, mais c'est pour qu'on puisse vous filmer, parce que c'est aussi filmé. Vous pourrez le voir en podcast et en film sur rcfcharente.fr et sur le site du diocèse. On vous écoute. Voilà, Jean-Emmanuel Poumayou. Moi aussi, je suis agriculteur, je suis maraîcher. Par Très contre, bien. pas encore retraité. Je commence tout. Oui, ça se voit. Hein. Enfin, Voilà. les auditeurs n'ont pas l'image, mais C'est ça. on n'a pas de cheveux blancs. J'ai 37 ans. Voilà. Et moi, j'entends les contributions là. Et j'ai l'impression que dans les solutions, il y a beaucoup de propositions d'échange. Après, je pense que moi, dans mon expérience, par exemple, j'ai pris conscience qu'il y avait un problème économique. On était dans un monde fini et on est dans une économie qui fonctionne à la croissance. C'est ça. Donc je me suis dit, bah là, on va dans le mur. Qu'est-ce que je fais? Je m'inscris dans ce mouvement qui va dans le mur ou je choisis une autre voie? Et puis après, au niveau de l'environnement, je me suis dit, bon, bah, c'est pareil, on est en train de polluer ou de surexploiter. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris une conscience politique. Je me suis dit, mais la gestion des finances publiques, elle laisse à désirer, puisque chaque année, on s'appauvrit. En fait, si la France était un ménage, on serait interdit bancaire. Enfin, ça serait la banqueroute totale. Donc, je me dis, à mon niveau, j'ai essayé de m'engager. Je fais attention à l'environnement autant que je peux. Voilà ma façon de consommer. Dans mon métier, j'ai essayé de trouver un métier entre guillemets propre, un métier voilà, qui fait du durable. Mais je me rends compte qu'il y a des difficultés qui sont d'un autre niveau et qui sont du niveau politique. Par exemple, moi, les maraîchers que je rencontre autour de moi, ils sont près du burn-out ou épuisés, ils divorcent parce que leurs femmes ne les voient plus, ils travaillent comme des fous. Enfin, il y a vraiment une difficulté à vivre de ce métier. Et c'est lié en fait à une question politique. Finalement, la politique des frontières ouvertes qui permet aux produits marocains ou sud-espagnols d'arriver chez nous avec d'autres conditions climatiques et économiques, et ben ça nous fait une concurrence déloyale. Donc, je voulais apporter ma contribution en disant, à mon avis, il faut discuter entre nous, créer de l'échange et tout ça, mais il y a une légitimité, je trouve, en tout cas dans l'expression un peu forte des Gilets jaunes, de remonter vers le pouvoir politique pour dire arrêtez de nous raconter des sornettes, arrêtez de mal gérer la situation. On a besoin que la situation soit mieux gérée. On va dans le mur économique, on va dans le mur climatique, et ça suffit de nous raconter des choses. Ça fait des années que ça dure. On veut un changement. Alors vous, comment vous pouvez lutter pour avoir un pouvoir d'achat plus important, peut-être à cause de la qualité de votre produit que vous allez vendre en circuit court et qui va vous permettre de vivre mieux peut-être? Il y a une difficulté, c'est que je suis à la campagne et je fais des produits de qualité, mais je dois les vendre à un certain prix pour pouvoir me rémunérer. Et beaucoup de gens ont des difficultés financières, on en a parlé, parce que eux-mêmes, c'est pareil, il y a une question de redistribution de la richesse qui, à mon avis, est mal gérée, de concurrence déloyale sur les objets qu'on peut acheter. Du coup, il y a beaucoup d'artisanat, les gens ne peuvent plus vivre. Donc à la campagne, il n'y a pas beaucoup de métiers finalement possibles. Et du coup, il y a une pauvreté générale qui ne permet pas de payer le juste prix qui, moi, me permettrait de joindre les deux bouts et qui permettrait à beaucoup de jeunes de s'installer à la campagne. Alors quel monde veut-on? Un monde où tout le monde est en bureau, enfin quelques-uns ont du travail en bureau dans les villes,
Et puis les autres sont subventionnés, on robotise ou voilà. Bien. Vous faites des marchés ou pas? Je vends à la ferme et après je vends à D'accord. des restaurants, à des maisons qui accueillent du public l'été. Voilà. Et Bon. un marché. Merci beaucoup de votre témoignage. C'est vraiment important. Alors, qui voudrait prendre la parole maintenant? Ah, alors voilà, madame qui se lève et on va lui passer le micro. Elle a sa feuille, elle a tout préparé. Oui, oui. C'est bien. Il faut dire que je fais partie d'une association d'aide alimentaire et également de choses paroissiales et diverses. Alors, la première, le début, ce sont des mamies qui m'ont dit ça. La décomposition des familles et l'éloignement posent de gros problèmes financiers et se focalisent encore plus au moment de la retraite. Les personnes réclament une reconnaissance de leur vie et leur travail. Les logements ne sont souvent pas dans un bon état et éloignent les jeunes du domicile familial. La mixité sociale est de moins en moins une réalité, notamment au long de leur scolarité. De l'aide alimentaire, m'a-t-on dit? Oui, mais j'ai besoin pour mes véhicules du contrôle technique. Parce que c'est très bien l'aide alimentaire, mais un bon pour cette chose-là serait le bienvenu. Du point de vue politique, tout le monde m'a dit des mesures ultra simples avec des interlocuteurs patients, bienveillants, et pas une machine au bout du fil ou un ordinateur que je n'ai pas. Et surtout des mesures vraies, pas 40, mais 5 suffisent. Le revenu, je passe du RSA à la retraite. Je ne sais pas du tout ce que je vais recevoir ni quand. La santé, les spécialistes dentistes ne prennent pas la CMU. L'écologie, mais en donnant des exemples concrets. En location, personne ne sait comment faire isoler mon logement. Quels sont les corps intermédiaires? La mairie, les services sociaux, les associations d'aide alimentaire ou à la reconversion. Mais il faut du personnel en plus des bénévoles. Rechercher ensemble à fédérer nos concitoyens, retrouver le vivre ensemble, le respect, la dignité, avoir un revenu décent, particulièrement à la retraite. J'ai honte de venir à l'aide alimentaire. Les raisons d'espérer, des valeurs, pas la course à la possession des divers objets. On recycle de plus en plus. Derrière des crises, on retrouve souvent le vivre ensemble. Merci beaucoup de votre témoignage, qui sont aussi des témoignages des gens que vous rencontrez, que vous recevez. Eh bien, je crois que on n'a plus trop le temps de prendre d'autres témoignages. Notre émission touche à sa fin. Je voulais tous vraiment vous remercier de votre participation, des mots bienveillance, de tous ces exemples que vous nous avez donnés, qui prennent cher ici. Donc notre émission Les Cahiers de l'Espérance touche à sa fin. Merci à vous qui avez suivi ce débat derrière vos postes radio ou ici dans la salle des fêtes de Roumazières. Merci à Basile Dubon, Malik Pestana et Léa Fressine pour la mise en onde, à Jean-Louis Ney pour la production, à Jean-Louis Charrier pour la synthèse qu'il ne va pas manquer de nous faire, de même qu'à Véronique Diaz pour la prise de notes et la préparation, ainsi qu'aux débatteurs et intervenants de ce 5e débat, sans oublier ceux et celles qui ont répondu en amont grâce à leurs paroisses respectives aux 5 questions que nous allons prendre en compte dans la synthèse. Rendez-vous la semaine prochaine, nous serons à Cognac, dans la salle de la Salamandre, dans les mêmes horaires, pour le doyenné Ouest-Charente. Vous pourrez donc réécouter cette émission en podcast sur rcfcharente.fr, ainsi que sur le site du diocèse d'Angoulême. Passez une excellente fin de soirée à l'écoute de nos programmes et à la semaine prochaine. Merci.